Je suis devant l'office de tourisme de Pernes-les-Fontaines, beau village du Vaucluse qui se trouve à proximité de Carpentras. Je vais retirer le plan du circuit des fontaines. Il paraît qu'il y a 40 fontaines à Pernes. En voici déjà une dans les jardins de l'office de tourisme. Les jardins de l'office de tourisme procurent déjà une agréable fraîcheur alors que la température le matin atteint presque déjà 30 degrés. Mais c'est le mois de juin. Le jardin borde la Nesque. On ne la voit pas bien, elle est canalisée. J'apprends par la petite brochure que j'ai obtenue à l'office de tourisme que non seulement il y a 41 fontaines visibles, mais en plus il y en a une soixantaine dans les propriétés privées. Devant l'office de tourisme, un gigantesque platane. La Nesque n'est pas bien large. La route est très passante. Heureusement que Pernes offre des ruelles tranquilles. Les tilleuls fleurissent, ça va sentir bon le soir. Voici la première fontaine du parcours. C'est la fontaine Villeneuve. Une fontaine moussue comme à Aix-en-Provence. On l'appelle ainsi parce qu'elle se trouve juste à côté de la porte Villeneuve. La porte Villeneuve, avec ses deux tours circulaires et son chemin de ronde, date du XVIe siècle. Elle portait des armoiries qui ont été détruites à la Révolution française. Face à la porte Villeneuve, la route de Cavaillon. Allez, franchissons cette porte Villeneuve, on devra être plus tranquille. Après la porte Villeneuve, tout droit, on emprunte la rue Gambetta. La pâtisserie du Soleil pernois attire le regard. Les fontaines du village sont alimentées à partir de la source Saint-Roch. Elles mettent Pernes à l'abri de la sécheresse. Gagnons la rue de la République. La Provence, empire du soleil. Pernes est l'ancienne capitale du comtat venessin. Pernes a été supplantée par Carpentras. À cet endroit de la rue de la République se trouve un ancien magasin drapier qui est aujourd'hui le musée du costume Comtadin. Le magasin a fermé dans les années 50. Cependant, il a gardé sa devanture d'origine ainsi que ses étagères et son mobilier. C'est à l'étage que se trouve la collection qui est remarquable de costumes Comtadin authentiques et de petits accessoires d'époque. En dessous, au rez-de-chaussée, les étagères sont remplies de couvertures piquées, de coupons de vieux tissus, de fournitures de mercerie
de matériel de couture, de broderie, de chemises, coiffes et chapeaux. Rue de la République, on passe devant un hôtel du XVIe siècle, l'hôtel de Vichy. Vue générale de la rue de la République descendant vers la Nesque. Je me dirige en sens inverse. S'il vous plaît, les petites vierges dans les niches. La fontaine de la rue de la République ne fonctionne même plus. Je poursuis toujours dans cette rue vers la place Ruidan. La bignonne commence à fleurir. On aperçoit en toile de fond la tour Ferrande, dont nous aurons l'occasion de reparler. La glycine fait ami-ami avec un tamari. Ça sent déjà très fort, cet tilleul. Si je vous parle du fleurissement des tilleuls, qui est si agréable, c'est parce que j'ai encore en mémoire un vieux souvenir de juin 2003, sur la colline de Budapest, où les tilleuls embaumaient, ce qui rendait les soirées particulièrement agréables. Voilà, ici c'est donc la place Ruidan. Un peu plus haut, la fontaine de l'hôpital fait partie des 6 fontaines classées de Pernes. On emprunte la rue Barrault, dominée par la silhouette de l'église des Augustins. Nous allons rattraper la place Giraud. Une très sympathique petite place sur laquelle ce matin, avant de faire le film, je me suis attardé pour le petit déjeuner. À proximité, très beau balcon rue Troubadour-Durand. L'ancienne église des Augustins sur la place Louis Giraud est désaffectée. Désormais, c'est un centre culturel. Pénétrons dans cette ancienne église. C'est depuis 1987 qu'elle est devenue un centre culturel. Mais au premier étage, on peut voir encore de belles fresques.
Un monde en sommeil à cause du coronavirus. Je m'attendais à voir de belles fresques et en fin de compte, ce sont simplement quelques peintures sur les arcs. Sur la place Louis Giraud, on peut voir la fontaine des Augustins, dite également fontaine des Dauphins. À présent, je vais poursuivre dans la rue des Istres, qui longe l'école. La rue des Istres débouche sur la petite place des Comtes de Toulouse. À distance, on sent déjà le jasmin. Dirigeons-nous à droite dans la rue de Brancas. Nouvelle fontaine en vue. Tout d'abord la fontaine de la rue de Brancas. Rien de particulier. La fontaine de la place de la mairie, elle, est alimentée. La plupart de ces fontaines datent du XVIIIe siècle. Mais ce n'est qu'en 1936 que Pernes a pris l'appellation Pernes-les-Fontaines. Voici donc la place de la mairie à Pernes-les-Fontaines. Au fond de la place de la mairie, centre communal d'action sociale. Côté sud, c'est l'hôtel de Brancas. Allons voir ce superbe hôtel du XVIIe siècle où le comte et la comtesse de Brancas ont mis au monde leurs 14 enfants. Dans une aile, la mairie. Belle porte sculptée pour entrer et bel escalier d'honneur. On observera surtout le plafond. Impossible de voir les magnifiques salons avec leurs peintures à cause du Covid. Heureusement, à l'air libre, on peut voir le jardin de l'hôtel de Brancas.
La fontaine du jardin de la mairie ou fontaine de l'Ange. Ressortons de l'hôtel de Brancas. En sortant de l'hôtel de Brancas, on se trouve sur la place Aristide-Briand. Immédiatement sur la gauche, on descend par la rue Montargue. On gagne la rue Montant. Voici la rue Montant. Elle va nous permettre de gagner la place Redoule. Erratum, c'est la place Reboule. Avec une belle odeur de jasmin pour accompagner le passage. En fait, ce passage, c'était encore la rue Montargue. J'en déduis donc que la rue Montant, c'est celle-ci. Poursuivons. Pas d'erreur. J'ai un peu de mal à m'orienter car le plan de l'office de tourisme est assez médiocre. Voilà, la rue Montant débouche sur la place Reboule. La fontaine Reboule fait partie des 6 classés. Aspect de la place Reboule. Mais celle-ci, par contre, ne fonctionne pas. On continue à descendre par la rue Raspail, rue de Guidan. À gauche, rue des Istres. Rue Pasteur. Mais je reviens sur mes pas car c'est par la petite rue que je vous ai montrée, rue Théodore de Camaret, que je devais passer. Il y a pourtant un fléchage, mais je suis étourdi avec toutes les beautés que je vois. Cette fois-ci, heureusement, je l'ai vu. Et on aboutit à cette placette. Cette placette est en fait la place de Brancas, dominée par la tour de l'horloge et son superbe campanile de fer forgé. Fontaine de la place de Brancas. J'ai fait un écart par rapport au circuit pour aller déjeuner. C'était dans ce petit restaurant dont les extérieurs sont ombragés sous les platanes, comme vous le voyez. Côté jardin, je vous le recommande vivement, il est largement au-dessus de la moyenne des restaurants que l'on peut trouver. Je vais rejoindre la tour de l'horloge où je me trouvais tout à l'heure.
Mais du coup, j'en profite pour vous montrer quelques petites curiosités qui ne figurent pas sur le circuit et qui n'en sont pas moins charmantes, comme les bords de la Nesque. Comme vous le voyez, la Nesque est toute petite. Le restaurant. Empruntons la promenade, puis la rue Victor Hugo pour retrouver mon parcours. Justement, voyez-vous, à cet endroit, il y a une fontaine. Pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, dans mon restaurant, outre un pichet de vin rouge du Mont Ventoux, j'ai mangé une omelette succulente aux truffes blanches d'été, salade et frites, puis une coupe Bulgaria absolument extraordinaire, où la coupe de yaourt bulgare était mélangée à de la framboise. Voici donc la tour de l'horloge. On peut voir un superbe panorama au sommet. Très jolie demeure. Ce petit additif à mon film me plaît beaucoup. Une belle passiflore. Cette maison bénéficie d'une superbe parure de glycine. On passe devant la fontaine de la rue Victor Hugo. Voici précisément la rue Victor Hugo où, après la glycine, on peut voir de la vigne. Voilà, je rattrape le point où j'étais arrêté avant mon déjeuner et je vais emprunter la montée du donjon. L'escalier est constitué de calades. La tour de l'horloge ou le donjon du château des comtes de Toulouse, construit au XIIIe siècle.
On aperçoit déjà le mont Ventoux. L'ancienne église des Augustins, désormais centre culturel. Le donjon est le dernier vestige du château des Comtes de Toulouse. Il a servi de prison autrefois et aujourd'hui il nous permet d'admirer le paysage, en particulier la plaine du Comtat venessin. Au premier plan, la collégiale Notre-Dame de Nazareth. Nous irons la voir tout à l'heure. Mais vraiment, ce qui attire infailliblement le regard, c'est le mont Ventoux. Et si la partie dans le haut est blanche, ce n'est pas de la neige. C'est tout simplement parce qu'il y a une couverture calcaire. Dans la direction de Carpentras et des dentelles de Montmirail. Redescendons. Reprenons le cours de la promenade. On passe par cette rue. Il s'agit de la rue de la Halle. Sur la droite, on retrouve la rue Thomas de Camaret avec justement l'hôtel de Camaret. L'hôtel de Camaret date du XVIIe siècle et la famille de Camaret qui l'a habité a donné le premier maire de Pernes après la Révolution. Mais nous voici arrivés au niveau de la halle, très ancienne comme vous voyez. Cette halle couverte du XVIIe siècle a été construite de 1622 à 1627. Juste à côté de la halle couverte, la porte Notre-Dame du XVIe siècle. Et juste à côté de la porte, une des fontaines les plus remarquables de Pernes, la fontaine du Cormoran. Les anciens remparts de Pernes. Franchissons la porte Notre-Dame pour aller voir la collégiale Notre-Dame de Nazareth. De tout cela, il y a un élément que vous n'avez pas encore vu, c'est la chapelle Notre-Dame des Grâces qui se situe juste après la porte Notre-Dame.
L'endroit est superbe, magique. La chapelle est hélas fermée. La chapelle Notre-Dame-des-Grâces a été construite entre 1510 et 1516. À présent, allons voir la fameuse collégiale. Il y a même une fontaine en trompe-l'œil, ce n'est pas une vraie. Cet ensemble est superbe. La collégiale date du XIe siècle, même si de nombreux éléments ont été ajoutés au siècle suivant. Bel exemple de style roman provençal. De toute manière, chaque siècle a laissé son empreinte dans l'édifice, en rajoutant des chapelles par exemple. On remarquera essentiellement les superbes orgues du XVIe siècle. Voici pour la collégiale de Notre-Dame de Nazareth. Empruntons la rue Notre-Dame pour aller voir une croix du XVe siècle. C'est sur cet axe, au bout de 200 mètres, que l'on trouve la croix couverte. Voici l'élégante croix couverte en question. C'est le père roi Pierre de Bohête qui l'a fait construire au XVe siècle. Revenons vers le centre de Pernes-les-Fontaines. Je refranchis la porte Notre-Dame. C'est la Nesque que nous voyons ici. De l'autre côté, on prend à droite de la halle couverte. Pour varier, je vais reprendre le petit pont et longer le petit jardin. Il s'agit du jardin Frédéric Mistral, nous sommes bien en Provence.
Par contre, le jardin Frédéric Mistral a l'air assez simple. Cette passerelle, sous l'ombre d'un saule pleureur, nous ménage de belles vues. À Pernes-les-Fontaines, ce sont les fontaines qui sont remarquables, et à l'île sur la Sorgue, ce sont les moulins à eau. Je remonte par la rue de la République. Revenu devant le musée du costume Comtadin, je tourne dans la rue Victor Hugo. Je veux vous montrer la tour Ferrande. Fontaine du Souchet. Rue Esprit Blanchard. Plus loin, la rue Neuve, sur la droite. Le recul nous permet d'apprécier la tour Ferrande. Cette tour du XIIe siècle abrite au dernier étage des fresques du siècle suivant, comptant la conquête de la Sicile par Charles d'Anjou. Je vais à présent quitter Pernes-les-Fontaines, satisfait de cette balade, même si je suis loin d'avoir vu les 41 fontaines. Il faut dire que certaines sont dispersées dans certains coins de la ville.